Gérald Darmanin, bonsoir. Les investissements dans le secteur de la pêche n'ont pas toujours été très fructueux. On l'a vu dans le sujet de Lucille Guichet avec ce gros raté de la société Tahiti Nui Ravai. Mais après, est-ce que vous avez constaté ce matin un dynamisme plutôt prometteur? Est-ce que le secteur pêche va pouvoir bénéficier bientôt à nouveau de l'aide de la défiscalisation de la France? Alors, d'abord, Emmanuel Macron a décidé que la défiscalisation allait en Outre-mer de façon certaine au moins jusqu'en 2025. C'est largement plus que ce qui est certain pour la métropole. Nous avons des secteurs de défiscalisation, notamment des territoires, 7 en métropole, qui vont jusqu'en 2022. Donc d'abord, c'est un premier point très positif pour l'Outre-mer et particulièrement pour la Polynésie. Deuxièmement, avec le gouvernement d'Édouard Fritch, il faut voir quels sont les secteurs qu'il souhaite porter pour créer des filières, créer de l'emploi, créer de l'économie. Manifestement, il y a le tourisme et manifestement, il y a la pêche, qui est effectivement aujourd'hui très grand pourvoyeur d'emplois et dont j'ai compris que demain, l'envie du gouvernement polynésien était de doubler le nombre de poissons pêchés et donc aussi de doubler le nombre d'emplois. Et donc je reviendrai à Paris avec cette information et puis j'ai vu le sérieux du travail du gouvernement et du vice-président en charge de l'économie. Et j'aurai l'occasion de proposer au président de la République, en effet, de pouvoir améliorer les choses, notamment sur le secteur de la pêche. D'accord. Alors, la défiscalisation, on va en parler encore un peu, Monsieur Darmanin, avant d'évoquer les autres chapitres de votre visite. La défiscalisation, c'est un peu nébuleux pour le commun des mortels. Ce sont des dispositifs d'aide qui permettent à des sociétés de bénéficier d'un allègement de leur impôt quand elles investissent une partie de ceux-ci dans des secteurs qui ont besoin d'être développés outre-mer. Et vous l'avez rappelé à l'instant, le tourisme, la pêche, mais la défiscalisation a aussi mauvaise réputation, des hôtels qui ouvrent et puis qui ferment après 5 ans en mettant tout le personnel dehors, des arnaques à la défisque aussi, c'est la raison pour laquelle l'État est devenu plus frileux dans l'octroi de ce dispositif. Le reportage, on va comprendre un peu mieux tout cela avec ce reportage de Mario Leroy et Hiro Terorotua. La défiscalisation, c'est une aide financière d'une grande importance pour les investisseurs locaux. De 25 à 30% du coût d'un projet, elle permet d'accentuer le développement dans les secteurs dits prioritaires. Le principe, c'est une baisse de l'imposition nationale accordée à des contribuables qui investissent dans des projets pour soutenir l'économie en Outre-mer. Par exemple, un avis de croisière comme à la nuit, donc c'est soumis à des étapes jusqu'au final où, en fin de compte, la défisque est libérée complètement. C'est exactement le même principe. Au niveau des petits investissements, ce sont les cabinets de montage qui le font avec les banques et c'est même libéré avant. 2 types de dossiers donc avec des temps de traitement et d'attente pour l'agrément différents. Le transport, le logement, le tourisme sont des exemples de secteurs qui ont bénéficié de cette aide. Mais ce sont les gros investissements avec parfois 18 mois avant d'avoir une réponse positive qui découragent les entrepreneurs. Je me mets à la place de tous ces investisseurs en se disant qu'est-ce que je fais en attendant d'avoir la solution finale, la réponse finale. Et comme on a pu le voir sur certains dossiers, 3 dossiers de même type. Et au final, simplement un dossier arrive. Donc c'est une perte de temps, c'est un montage de dossiers et ça remet en question justement ces investissements. Est-ce qu'on les fait, est-ce qu'on les fait pas? Depuis 2014, en Polynésie, 11 projets ont reçu l'aide de la défiscalisation, permettant ainsi un investissement global de près de 7 milliards CFP. 3 dossiers sont encore en attente, dont celui des 2 derniers Boeing d'ATN. Monsieur le ministre, 18 mois, effectivement, c'est un peu long. Alors c'est un peu long, en même temps, effectivement, il a été rappelé que 12 dossiers ont été aidés l'année dernière par l'État français. C'est d'autant plus important que les enjeux sont parfois très, très forts, et ça a été le cas, puisque je l'ai annoncé, sur la défiscalisation pour le câble, qui va permettre au gouvernement polynésien et à l'État français d'apporter Internet et d'apporter une continuité territoriale très importante avec la société Alcatel. Alors, on peut toujours raccourcir et on peut toujours simplifier, c'est ce qu'on va essayer de faire. Il faut savoir que la phase la plus longue, c'est la phase locale, puisqu'on met à peu près 8 mois. De constitution des dossiers. Oui, d'abord quelqu'un dépose le dossier de défiscalisation, il est renvoyé ensuite
au niveau du gouvernement polynésien et du Haut-Commissariat, qui donnent leur avis, et c'est important qu'ils le donnent, sur l'intérêt économique, afin de ne pas se tromper, puisque vous avez vous-même, et vous aviez raison d'ailleurs, de dire qu'il peut y avoir des critiques sur des défiscalisations qui n'atteignent pas leur but. On donne quand même de l'argent du contribuable pour lancer des projets économiques. Ce n'est pas tout à fait naturel, donc il faut que ce soit contrôlé. Et puis ensuite, ça passe par le ministère des Outre-mer, puis après par le ministère de Bercy. Donc nous allons revenir du voyage en Polynésie avec l'idée que nous devons raccourcir ce temps, parce que le temps administratif n'est manifestement pas le temps économique. Alors vous avez dit aussi l'idée serait peut-être de distinguer les dossiers de défiscalisation par territoire d'outre-mer. C'est une phrase que vous avez prononcée. Est-ce que vous pouvez nous la préciser ? Alors, il y a 3 types de défiscalisation. Il y a celle qui concerne les enjeux métropolitains, je n'y reviendrai pas. Il y a ceux qui concernent les enjeux outre-mer. Et là, selon qu'on a un département d'outre-mer ou une collectivité à statut particulier, comme la Polynésie, on n'a pas le même process. Par exemple, en Martinique et en Guadeloupe, c'est les directions départementales des finances publiques pour les dossiers les moins importants qu'ils instruisent. Ce n'est pas le cas notamment en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie, parce qu'en Polynésie, la fiscalité n'est pas la puissance de l'État français, mais bien celle du gouvernement autonome. Donc il faut regarder cette distinction. Ça a peut-être complexifié un petit peu les choses. Et c'est très important que le gouvernement français continue à regarder les choses peut-être de Paris, parce que parfois ça aide à forcer des barrages qui n'auraient pas été faits localement, confère le câble et mon annonce lors de la venue devant le port avec le président Fritsch. Donc nous allons donner une simplification. On va permettre au haut-commissaire, qui fait un travail très important de lien avec le gouvernement, d'avoir un référent unique, en l'occurrence pour le territoire polynésien, pour aller plus vite et pour aller plus fort. Alors, on va revenir sur vos visites en Polynésie. D'abord à Tahiti, où vous avez rencontré les personnels des douanes. En plus de la collecte des impôts indirects, ils luttent aussi contre la contrefaçon et les trafics en tout genre qui arrivent par avion ou par bateau dans cette zone immense qui va du continent nord et sud américain jusqu'en Nouvelle-Zélande et en Australie. De très gros coups de filet ont permis aux douaniers de saisir plus de 4 tonnes de cocaïne l'année dernière dans la zone économique exclusive de la Polynésie, de l'ice aussi en quantité importante. 700 voiliers par an sont susceptibles d'être fouillés, ce qui est une mission impossible actuellement. Vous avez dit au personnel que vous n'étiez pas le Père Noël et que vous n'aviez pas de moyens supplémentaires à allouer. Alors ici, on est quand même dans un contexte un petit peu spécial, non ? Alors, je n'ai pas dit exactement ça. J'ai dit qu'on ne peut pas, à chaque fois qu'on fait une visite ministérielle, annoncer des moyens supplémentaires, parce que quand on dit qu'on fait des dépenses supplémentaires, c'est des impôts supplémentaires. Quand on fait plus de dépenses, chacun père et mère de famille le savent, il faut plus de recettes. Donc on va d'abord réfléchir, travailler, regarder comment on peut faire mieux. Puis s'il faut des moyens, on en donnera. Mais d'abord, on regarde comment on peut améliorer mieux les choses. D'abord, les douaniers ont fait un travail très important, effectivement. Ils sont plus de 130 sur le territoire polynésien. Ils ne font pas que du contrôle, ils font aussi du conseil aux entreprises. Mais avec la marine, avec les gendarmes, ils travaillent grâce à des renseignements et ils permettent effectivement d'arrêter notamment une partie du trafic de drogue qui va de l'Amérique du Sud jusqu'à la zone... Oui, mais qu'on imagine quand même plus important, en fait. Pardon, en zone Océanie. En tout cas, nous avons des renseignements qui nous permettent, et des renseignements des Antilles, des renseignements du territoire métropolitain, qui nous permettent d'intervenir et de faire des très grosses prises, même si, bien sûr, il y a sans doute une partie du trafic qui nous échappe et qui quitte les côtes françaises pour aller vers l'Océanie. Donc nous devons travailler avec les Australiens et les Néo-Zélandais, puisque c'est eux qui sont finalement les destinataires de cette drogue qui part d'Amérique du Sud. Et qui transite ici. Exactement, drogue dont la production est manifestement de plus en plus importante, puisque vous avez des pays producteurs, si j'ose dire, qui exportent une partie de leur production par les Antilles et vers le continent européen ou par l'Océanie, et vous en êtes le passage obligé au large des Marquises. Donc nous devons travailler avec la Marine nationale, on doit travailler avec la gendarmerie, et s'il faut demain faire une base avancée, peut-être une idée, des douanes aux Marquises, s'il faut mieux coopérer, notamment en donnant des moyens supplémentaires, nous le ferons, mais à la condition de le faire dans un moment où on travaille avec nos voisins, c'est-à-dire nos voisins australiens et nos voisins néo-zélandais. Alors on va aller à Bora Bora maintenant, qui draine une grande partie du tourisme international. De gros investissements y sont faits, y compris des investissements très novateurs en matière d'économie d'énergie. Le SWAC en est un exemple, et après l'hôtel Moana, il est testé avec succès à l'hôtel Brando. La même société hôtelière projette de l'installer dans un 3e de ses hôtels à Bora Bora. Et ce système de refroidissement par l'eau des profondeurs sera installé à l'hôpital du Taoné, on imagine d'ici 2 ans. Allez-vous aider les sociétés qui sollicitent des aides par la défiscalisation, en sachant que les promoteurs du SWAC ont plein de projets en poche et ont une vision d'un avenir à assez long terme?
Alors ça fait déjà partie des dossiers que l'on aide, hein. Ça a été le cas pour l'un des dossiers que vous évoquez d'un hôtel à Bora Bora que j'ai pu visiter. Et donc ces dossiers, j'ai rencontré les professionnels du tourisme, sont à déposer effectivement le plus rapidement possible. Je suis venu avec le chef du service juridique qui est à Paris, qui peut-être de loin regardait des dossiers polynésiens. Il a pu passer un temps important avec les professionnels, à répondre à leurs questions, à comprendre leurs problématiques. Et donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir aider le développement touristique à Bora Bora et ailleurs, puisque ça fait partie des filières qu'il faut promouvoir à la demande du président Fritsch sur le territoire polynésien. Et si ça va en plus de pair avec le développement durable, je pense qu'on rentrera dans la grande philosophie présentée par le président de la République, qui est à la fois du développement économique, mais raisonné, décarboné. Et quand on voit la beauté des paysages polynésiens, on ne peut être que d'accord sur un travail très raisonné. Vous connaissiez ce système du SWAC ? Je connaissais ce système du SWAC et je connais d'autres systèmes d'ailleurs qui permettent par le vent, par la chaleur, par le froid parfois, par les vagues, de pouvoir créer de l'énergie. Et je pense que c'est une chose très positive. Et quand je vois ce qu'a fait le maire de Bora Bora pour garder son île impeccable, malgré l'afflux de touristes et malgré les constructions, on sait qu'on peut à la fois faire du développement économique, de qualité et manifestement respecter la nature. Qu'est-ce qui vous a marqué aussi à Bora Bora ? Indépendamment de la douceur de vivre, j'ai trouvé des chefs d'entreprise très dynamiques. J'ai aussi trouvé un maire qui avait une vision pour son territoire, qui permettait à la fois de faire du tourisme, et en même temps de le faire de façon raisonnée. L'équilibre entre ceux qui étaient déjà là, puis ceux qui viennent voir les beautés de cette île. Je pense que c'est un peu à l'image de tout ce que fait le gouvernement polynésien actuellement pour la Polynésie. Alors Gérald Darmanin, ici, quand on a un ministre sous la main, on ne fait pas chômer, hein, vous l'avez remarqué, quelques images de votre dernière journée à Tahiti. Vous vous êtes entretenu ce matin avec Maïna Sage et Nicole Sanquer, nos deux députés, et Lana Tetuanui, la sénatrice de la Polynésie française. Que vous ont-elles demandé et que leur avez-vous répondu ? Alors d'abord, je les connais bien. On travaille beaucoup ensemble à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elles m'ont demandé de regarder avec un œil particulier les dossiers polynésiens. Madame la sénatrice, mesdames les députés m'avaient déjà interpellé dans les commissions ou à l'Assemblée, au Sénat, sur des questions polynésiennes. Elle m'avait invité à venir d'ailleurs. Elle l'avait lancé un petit peu par défi et elle pensait sans doute pas que j'allais, quelques mois à peine après leur invitation, venir. Et ayant rencontré aussi le président Fritsch à Paris, j'avais pris ce temps pour discuter parce que c'est sur le terrain qu'on voit les choses et pas de son bureau parisien. Elles m'ont demandé de regarder particulièrement les choses autour de la mobilité dans la fonction publique et particulièrement en rencontrant les syndicats de la fonction publique, puisque ça fait aussi partie de mes prérogatives. J'ai écouté cette histoire de concours que l'on passe très tard, trop tard, et qui auront l'égalité des chances. Pardon ? Dans la nuit, voilà, et qui auront l'égalité des chances entre ceux qui en métropole passent des concours et d'autres qui à minuit, 1h du matin, les passent. Donc j'ai, en ce qui me concerne, puisque je suis à la fois le patron des douanes et des finances publiques, donné l'instruction que dès le mois de septembre prochain, les Polynésiens puissent passer des concours à des heures raisonnables. Ils auront des sujets sur le même programme, sans doute différents, et je pense que ce sera une bonne chose et une bonne équité. Oui, il y a eu une annonce de Nicole Sanquer à ce sujet. Gérald Darmanin, vous avez quand même trouvé un petit créneau dans votre emploi du temps pour vous intéresser un peu à la culture polynésienne et vous êtes arrivé à la bonne période pour cela. Hier soir, vous étiez au Marae Araurau. Alors, vous avez assisté à un spectacle de la troupe Itireva à la tombée de la nuit et c'était, paraît-il, magique. On vous posera la question dans un instant, après ce reportage de Thierry Stempfler et Nicolas Suire. Des tableaux vivants dans le cadre majestueux du Marae afin d'accueillir les spectateurs. L'idée a mûri au fil des spectacles de Itireva dans ces lieux. La soirée officielle de ce dimanche, dans cette atmosphère de crépuscule, s'y prêtait donc parfaitement. À chaque représentation, on essaie d'apporter une petite différence, une amélioration, certes, mais surtout donner aux artistes, aux acteurs de ce spectacle l'envie d'apprendre chaque semaine. L'apparition des danseurs éclairés par des torches descendant des flancs de la colline a tout de suite donné un côté plus mystérieux, plus puissant au spectacle. Fumigène et éclairage fonctionnent tellement bien avec ce cadre que l'on espère que le privilège qui fut celui des officiels hier soir sera un jour aussi accessible au grand public avec d'autres spectacles en nocturne dans le Marae. En tout cas, le président de Polynésie goûtait visiblement le plaisir d'avoir partagé ce patrimoine avec son invité. Pour comprendre le pays, c'est vrai qu'il faut venir, il faut voir, il faut regarder, tâter, écouter, mais cette culture, elle est tellement riche, Et donc, voilà, c'est un souci de partage.
partage avec nos amis de métropole. Même si ce fut un moment particulier dans son planning de 4 jours, le ministre a replacé cet instant dans une approche plus générale, celle de la découverte d'un territoire. On a toujours du temps pour écouter, pour prendre la respiration, et je pense que c'était très important ce matin au marché de Tahiti, cet après-midi avec des producteurs, ce soir dans un si beau spectacle, dans un si bel endroit. Et je pense que c'est quelques jours qui m'auront fait toucher effectivement la difficulté peut-être parfois de prendre des décisions loin des territoires. L'inscription du Ori Tahiti au patrimoine mondial est une démarche de longue haleine qui devra également être portée par les services gouvernementaux à Paris, d'où cette représentation un peu particulière. Alors effectivement, la Polynésie souhaite que le Ori Tahiti, ou si vous préférez la danse traditionnelle, soit inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y avait peut-être une petite arrière-pensée hier de la part des responsables de la culture de vous inviter pour témoigner de la richesse de ce patrimoine. Mais très franchement, Monsieur le Ministre, aviez-vous déjà une idée précise avant votre soirée d'hier de ce qu'est la culture polynésienne ? Vous l'avez découverte? Non, c'est la première fois que je viens en Polynésie. Je me suis beaucoup intéressé, notamment parce que moi j'ai construit ma vie politique au début avec le président Chirac et il avait un œil très particulier, vous le savez, sur la Polynésie et sur l'Océanie en général. Mais j'ai découvert à la fois l'énergie économique, l'aménagement du territoire, la difficulté d'une archipel grand comme l'Europe, et puis en même temps son attachement très important à la France et sa culture si particulière, si riche, comme le dit le président Fritsch. Donc j'ai entendu aussi la demande du président Fritsch et des élus de Polynésie de voir inscrire une partie de cette culture au patrimoine mondial. J'en ferai dès mon retour à Paris, le Conseil des ministres est vendredi, la demande à Madame Nissen et je l'inviterai sans doute à rencontrer Monsieur Fritsch et à venir elle-même en Polynésie. Alors la soirée était magique hier? C'était d'abord très beau, dans un endroit absolument magnifique, avec un jeu de lumière extraordinaire et effectivement des danseurs et des danseuses, des chanteurs qui ont fait toucher du doigt, comme l'a dit lui-même le président, une culture si riche. Merci Monsieur Darmanin de nous avoir consacré ces quelques minutes. Vous repartez ce soir vers Paris et nous avons compris que vous êtes aussi venu préparer en éclaireur la visite du président Macron.